Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, l'émission qui explore et qui vous résume de manière compréhensible toute l'actualité tech, internet et gadgets. Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech qui fait, vous le savez, on vous parle de tech, de gadgets, d'internet, tout ça comme on le dit dans l'intro. Et aujourd'hui, on a un épisode tranquillou, beaucoup plus calme que la semaine dernière. On n'a pas 12 000 sujets à traiter, on n'a pas un épisode qui va faire 2 heures. C'est un petit peu les vacances là de la tech, on va traiter de sujets sympas, intéressants, calmes. Et on va donc passer un bon petit moment ensemble et avec des sujets qui vont peut-être nous faire rêver, nous envoyer un petit peu dans les étoiles. Je vous laisse la surprise de ce qui va être couvert dans l'épisode. Je suis Patrick Béja et pour continuer dans le thème de la détente, aujourd'hui on est juste deux, Corben et moi. Comment ça va, Corben ? Bah écoute, ça va, un petit peu malade, mais sinon ça roule, hein, pas pire que d'habitude. Donc épisode tisane, hein, d'après ce que je comprends. Voilà, exactement. Voilà, ça va être très, très intime finalement. On est tous les deux. Alors Cédric devait se joindre à nous, mais il nous a prévenu qu'il avait un rendez-vous qui risquait de s'allonger, qui risquait de pas être... Peut-être qu'il nous rejoindra en cours de route, on va voir. Mais donc sinon, c'est effectivement une tisane avec Manu. Ça me paraît être un programme tout à fait magnifique. Et donc, je vous propose qu'on parle immédiatement du premier sujet. Le premier sujet, c'est... Ah oui, quand même avant, je voudrais remercier Jean-Christophe Balsan, Baptiste A, Régis Dugard, Pierre Pinon et Raskar Kapak qui soutiennent l'émission et qui font partie des patriotes. Vous savez que l'émission est financée uniquement par les gens les auditeurs qui choisissent de le faire. Et donc, si vous voulez une émission indépendante, sympathique, autonome et financée, propulsée par ces auditeurs, vous allez sur patreon.com/rdvtech. C'est qui permet à l'émission d'exister. Donc merci à tous et merci à vous en particulier aujourd'hui. Évidemment, c'est le sujet le plus important, ou presque, de toute la tech. Mais il y en a un autre qui est extrêmement intéressant aussi, c'est donc OneWeb, qui est une société qui veut fournir de l'Internet partout. Et quand je disais on va aller un petit peu dans les étoiles, c'était presque littéral, puisque on a eu, il y a quelques jours de ça, le lancement des premiers satellites de la société OneWeb, qui a été créé il y a 4 ans, notamment avec Airbus. Si je ne m'abuse, c'est bien avec eux ils participent à la société, ouais. Et alors, je vais vous parler un petit peu de ce que fait cette société et de ce que font les autres. Il y en a plusieurs qui sont sur les starting blocks pour créer ce type de service, ce type de produit. C'est en fait une constellation de plusieurs centaines de satellites qui seront lancés autour de la Terre à une orbite très faible de 1000 km à peu près, donc c'est quand même assez peu. Ça se vise en bagnole, hein. Oui, voilà, c'est en quelques heures à peine. Non, mais les satellites géostationnaires, généralement, c'est pas 36 000 km, je crois. Je sais pas, sûrement. Attends, je vais les spécialistes de l'espace. Ouais. Pardon ? Ceux-là, c'est en orbite basse, ouais. Mais après, c'est ça. Le géostationnaire, j'en sais rien. Attends, il y a un autre satellite qui arrive et qui peut se joindre à nous. C'est le fringant Cédric Bonnet que j'ajoute à l'appel immédiatement. On a eu peur, Cédric, que tu ne puisses pas te joindre à nous, mais tu es là. Salut, Cédric. Me voilà. Très bien. On est heureux de t'avoir et on était lancé sur l'émission. Je disais, c'est une émission tisane, tranquille, où on est... je vais venir réveiller tout le monde. Voilà, c'est ça, exactement. Cédric, on parlait de satellites et de OneWeb et je disais donc, est-ce que tu sais quelle est l'altitude des satellites géostationnaires ? Non. Oh là 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 là, mais c'est pas vrai. Non, je vais pas te mentir. Je ne sais pas. Je pourrais dire oui, je sais, mais je ne te le dirai pas. Donc, les satellites géostationnaires, c'est pas les satellites OneWeb, puisqu'ils sont beaucoup plus bas. Et c'est bien ça, 36 000 km d'altitude. Putain, il y a un truc que j'ai réussi à savoir. Trop fort. Et donc, ils sont à seulement 1000 km, 1100, les satellites de OneWeb. Et avec une collection de 600 satellites au moins, ils veulent couvrir l'ensemble du globe et fournir de l'accès Internet à l'ensemble du globe grâce à tous ces satellites. Ils ne sont pas les seuls sur les starting blocks, comme je disais. Il y a plusieurs sociétés
qui veulent fournir ce genre de service en lançant à peu près le même type de satellite, à peu près de la même manière. Et là, OneWeb a réussi à faire lancer ces 6 premiers satellites qui font un petit peu office de test. Ils ont été lancés par Ariane avec un partenariat avec les Russes qui ont utilisé le Soyouz. Et donc, on est au début de cette technologie d'accès à l'Internet partout. Et la manière dont ça fonctionne, c'est qu'ils pourront fournir tout type d'accès Internet, c'est-à-dire de la 3G, de la 4G, du Wi-Fi et même de la 5G. Donc, ils sont vraiment future-proof, comme on dit dans les cercles des startups. Et le truc, c'est que il faut avoir une station de réception pour accéder à ce service. Mais une fois qu'on l'a, c'est accessible un petit peu partout. J'imagine qu'elle n'est pas énorme non plus, la station de réception. C'est pas un bâtiment, quoi. Non, c'est un semi-remorque. Bon, à peine. mais oui, donc c'est un truc... alors, c'est pour moi une... à la fois technologie sympa, et en même temps, ça fait un petit peu rêver parce que c'est des projets spatiaux comme on n'en a pas vu depuis longtemps. Enfin, pas de ce type-là, je crois. Et c'est une porte ouverte vers le futur. Je ne sais pas si ça vous inspire quelque chose à vous ou si c'est... Ouais, alors, c'est intéressant parce qu'en fait, ils utilisent des petits satellites qui s'appellent des CubeSats. Donc, c'est des satellites qui sont assez petits, qui parfois sont même lancés à la main, tu sais, depuis la station spatiale, etc. Enfin, c'est déjà arrivé. Donc, c'est des trucs qui coûtent pas trop cher à faire. Enfin, ça reste cher, hein, surtout au niveau du lancement. Mais c'est pour ça qu'ils peuvent en balancer 600 autour de la Terre dans des délais en quelques années, quoi. C'est pas un truc... mais maintenant, moi, la question que je me pose quand je vois les investisseurs, là, parce que tu as parlé d'Airbus, mais il y a aussi Coca-Cola, Virgin, et puis un autre truc, enfin SoftBank, qui apparemment est une banque. Non, SoftBank, c'est une grosse société qui fait notamment des investissements. C'est une société japonaise énorme, quoi. Ouais. D'accord. Bon, bref. Et donc la question que je me pose, c'est est-ce que ces abonnements seront, enfin, est-ce que l'accès à Internet, si là demain je veux accéder à Internet via OneWeb, comment, enfin. Qu'est-ce que je dois payer ? Est-ce que c'est gratuit ? C'est ça qu'ils veulent faire ? Non, bien sûr que non. Ils vendront tout type de service et bien sûr, ça sera payant, oui. D'accord, ok. Parce qu'en fait, le problème aussi, c'est l'Internet par satellite. Ça fait des années qu'on vend, alors je sais pas comment c'est maintenant, mais ça fait des années qu'on vend, on va dire, du web par satellite aux particuliers. Alors là, je pense, d'après ce que je comprends, effectivement, il y aura des stations relais au sol. Donc ça aussi, ça coûte un peu d'argent, je pense. Mais dans les zones reculées, notamment en Auvergne, où il y a des offres, j'avais déjà regardé des offres satellites pour le particulier, c'est toujours un peu compliqué parce qu'en fait, t'as de la réception qui va très vite, c'est super, tu peux télécharger un film en quelques secondes, même pas. Par contre, dès que toi tu veux uploader, tout repasse par le filaire jusqu'à la station émettrice, en gros, pour ensuite repartir. Et c'est plus long. Et puis le ping aussi, hein, qui est... la latence. Alors justement, ces projets-là, et c'est pour cette raison qu'ils font de nombreux petits satellites, si j'ai bien compris, en orbite beaucoup plus basse, pallie à tous ces problèmes parce que les réceptions satellites qui existent aujourd'hui, et c'est vrai qu'il y en a déjà qui peuvent couvrir quand même une bonne partie de la planète, c'est pas des vraies connexions au débit. En l'occurrence, ils pallient à ces problèmes et ils réussissent à fournir une bonne vitesse en descendant et en remontant et avec une bonne latence. Donc ça devrait aider beaucoup plus que les anciennes connexions satellites qui ont en fait utilisé des satellites qui n'étaient pas prévus pour ça à la base. Donc là, ça corrigerait ces problèmes. Bon, on verra bien. À voir. Cédric, est-ce que ça t'inspire quelque chose où on avance ? Non, mais comme Corben, hein, enfin, j'ai les mêmes appréhensions sur le truc, quoi, sur la latence, tout ça, et sur les débits. Mais après, on peut pas. On peut pas. On a aujourd'hui une promesse papier. Il faudra voir dans les faits comment ça se fait. Je crois qu'on est. Mais c'est assez impressionnant. L'idée de se dire. On crée un réseau maillé qui fait le tour de la planète, ça fait un peu rêver. Puis après, tu te dis, et pourquoi pas bientôt la 5G sur la Lune, quoi, tu vois. Ouais, on n'en est pas loin. Ce sera l'étape suivante. Il suffira de mettre des satellites intermédiaires et puis voilà.
L'autre truc, je dirais, auquel certains des auditeurs ont certainement pensé, parce que c'est un sujet qui fait du bruit, un petit peu de bruit en ce moment, c'est on va encore mettre des centaines de satellites sur orbite. Est-ce qu'on n'est pas en train de tellement polluer notre espace immédiat que ça peut même devenir compliqué pour aller explorer l'espace, parce que Oui. les satellites qui, au bout d'un moment, au bout de quelques fenêtre décennies, pour passer, quoi. mais c'est ça. Et quand on sait que évidemment les objets qui sont en orbite autour de la Terre, qui vont à une certaine vitesse, n'importe quel petit morceau de débris peut devenir une balle qui peut très sérieusement endommager une navette qui essaye de quitter l'attraction de la Terre. Et c'est pour ça qu'il y a une société japonaise, dont j'ai oublié le nom, qui bosse sur ça. Oui. Sur comment récupérer tous les débris qui sont... mais il y a plein de projets, parce que c'est un vrai problème. Ouais. Alors, si le sujet vous intéresse, il y a un site qui s'appelle Stuff in Space, donc c'est stuffin.space, dans lequel, en fait, tu vois justement tous ces débris, enfin, tous ces trucs fonctionnels ou non, qui traînent, qui sont recensés. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que tout est recensé, tout a une orbite, et donc les mecs lancent sur des orbites où il est censé pas avoir de collision. Ouais. Mais effectivement, ça commence à être un peu chargé. Mais après, quand tu ramènes ça à la taille d'un satellite, même en plus d'un CubeSat, donc c'est un truc qui fait une cinquantaine voilà, qui fait entre 30 et 50 cm de large. Finalement, il y a quand même beaucoup de place autour, quoi. Il y a de la place dans l'espace encore, hein. Je pense qu'on peut encore en mettre beaucoup. D'accord, bon tout va bien, alors je ne m'inquiète pas trop. Continuons. Il n'y a pas besoin de Marie Kondoiser Est-ce que c'est a spark of joy? Peut-être qu'elle est déjà sur orbite. Hein, peut-être qu'elle est déjà sur orbite, ouais, c'est ça. Elle est un petit peu sur orbite, je crois. Mais est-ce que ça spark joy je sais pas. d'utiliser un satellite OneWeb ou c'est une bonne question. Voilà. Il faut tous les étaler au même endroit sur la table. C'est ça, et dire bon alors. Celui-là. C'est marrant parce que Marie Kondo, moi j'en entendais parler depuis longtemps. Ma femme avait lu le livre, elle a beaucoup aimé. Et on parlait donc de Spark Joy, et en fait en japonais c'est Tokimeki, qui est une sensation qui est très différente en fait de Spark Joy, mais qui est intraduisible. Et donc j'ai compris que c'était Tokimeki quand j'ai vu un épisode de la série. Et enfin bref, on s'en fout, c'est des trucs de japonais. Tokimeki, alors du coup c'est intraduisible. Mais non, mais c'est un petit peu ça, c'est ce petit sentiment d'émotion qui te fait ressentir un truc un petit peu, c'est à la fois un petit peu de nostalgie et puis des bons souvenirs, mais et puis du plaisir, mais c'est tout un tas de trucs comme dans toutes les langues, hein, il y a des mots qui sont difficiles à traduire. Mais, Donc bref, on s'en fout de Marie Kondo qui va dans l'espace. Parlons plutôt de Marie Kondo qui organise les nombres binaires de manière à ce qu'ils soient beaucoup plus capables. Non, cette transition ne marche pas. Je voudrais parler un petit peu d'ordinateur quantique. Et je suis bien content que Cédric soit arrivé, parce que, on le disait juste avant de commencer à enregistrer l'émission avec Corben, on croit bien que Cédric est un spécialiste international de l'informatique quantique. Mais alors, absolument pas. Christophe s'y connaît beaucoup mieux que moi. Je te fais un truc sur l'ordinateur quantique. On va bricoler à 3, on a tous assez de connaissances. Ouais, ça va le faire. On demandera à Christophe de nous expliquer ça dans un épisode spécial un jour. Mais oui, alors en fait, Microsoft a annoncé une nouvelle initiative qui est, comme toujours, liée à leur service Azure, leur service de cloud, qui s'appelle le Microsoft Quantum Network. Alors, qu'est-ce que c'est que le Quantum Network ? C'est un service de cloud quantique qui permet à plusieurs personnes de collaborer pour continuer à délivrer des innovations dans l'informatique quantique. En fait, l'informatique quantique, je suis sûr que tout le monde en a entendu parler dans l'audience au moins une fois, c'est un type d'informatique qui ne se base pas sur les bits, donc l'informatique où la plus petite information possible est un 1 ou un 0, donc complètement binaire, c'est de là que ça vient. Ça utilise des bits quantiques qui peuvent être en fait dans plusieurs états à la fois. Ils peuvent être à la fois 1 ou 0, ça utilise les propriétés très étranges de la physique quantique où une information peut être floue. Et je vais m'arrêter dans les explications parce que je veux pas me ridiculiser plus que ça. Déjà, je comprends pas bien. Moi, je peux en parler. Je connais un peu pas spécialement l'informatique quantique, mais la physique quantique un petit peu. J'ai lu pas mal de livres là-dessus, mais. Vas-y oui, alors, puisque tu fais le pierre. C'est-à-dire que les qubits en fait peuvent être. C'est un peu comme des portes
portes logiques, si tu veux. Donc, c'est-à-dire qu'elles peuvent être et, ou, non et, non ou, etc. Un peu, quand tu fais de l'algo, tu as ces concepts-là. Sauf que c'est tout ça à la fois et tout ça en même temps, donc ça permet d'obtenir des résultats qui sont immédiats, entre guillemets. Voilà, tu lui donnes des séquences de calcul et c'est immédiat. Mais là, pour l'instant, on est encore loin on va dire, que ça soit fonctionnel parce qu'il y a plusieurs problèmes. C'est-à-dire que déjà, pour monter un peu en puissance, il faut plus de qubits. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que l'état quantique, c'est un état qui est assez particulier. À partir du moment où tu l'observes, que ce soit par une machine ou avec tes yeux, en gros, le truc se fige, en fait. C'est-à-dire qu'il peut être tant que tu le regardes pas, c'est un peu comme cette histoire de chat Schrödinger, tant que tu le regardes pas, exactement ça, oui. Il est dans tous les états possibles, mais dès que tu le regardes ou dès que tu l'observes par un moyen détourné, il se fige dans une certaine position. Donc, en gros, l'idée, c'est de pouvoir donner en informatique quantique, en fait, d'enchaîner ces séquences et de pouvoir faire des calculs un peu de manière immédiate en programmant. Alors c'est une espèce de script. Hein. Après il y a du langage de développement pour informaticiens quantiques. Hein. Il y a des simulateurs, etc. Vous pouvez en faire, mais je crois que sur Azure il doit y avoir des sandbox ou des choses comme ça pour s'entraîner. Mais mais en gros ce qui est compliqué en fait, c'est que à partir du moment où tu augmentes la capacité, en fait le problème c'est que dès que tu commences à agréger le plus de trucs comme ça, tu rebascules dans la physique traditionnelle en fait. Enfin, c'est un état qui est très instable. C'est pour ça qu'il faut les refroidir avec des moyens cryogéniques assez costauds. Et c'est pour ça que pour l'instant ça reste très rudimentaire. Il y a encore plein de scientifiques qui se disent que ça ne marchera jamais l'informatique quantique. Pardon, vas-y, fini. Non, mais c'est encore très expérimental, c'est le début, c'est très prometteur, mais on est loin encore d'avoir des résultats ou des choses, on va dire, concrètes. Exploitables, ouais. Vraiment exploitables. En fait, c'est des promesses qui font sur des statistiques. C'est des résultats statistiques dont il faut ensuite supprimer les erreurs, et c'est très compliqué à cause de cette instabilité, effectivement, et on n'arrive pas à avoir de nombreux qubits. Là où on a des milliards et des trilliards de bits dans l'informatique traditionnelle, aujourd'hui on est à quelques dizaines de qubits dans les ordinateurs quantiques et on utilise de grosses guillemets pour les appeler ordinateurs quantiques. Il y a des sociétés comme D-Wave qui fabriquent des ordinateurs genre un petit peu quantiques mais pas vraiment. À part ça, Microsoft, Google et plein d'autres sont sur les rangs. Là aussi, on est un petit peu comme sur l'histoire de OneWeb avec leur réseau de satellites. Il y a plein de gens qui essayent d'y travailler. Pourquoi ? Parce que même avec, on va dire, quelques centaines ou quelques milliers de qubits, on peut résoudre des problèmes. Ça permet, en fait, concrètement, au-delà de toutes ces explications un petit peu vagues et compliquées qu'on vient de vous donner, l'application concrète, c'est que ça permet de faire des calculs beaucoup plus complexes que ce qu'on peut faire aujourd'hui avec l'informatique traditionnelle, en un temps beaucoup plus réduit. Étant donné qu'on peut avoir effectivement plusieurs états en même temps sur les bits qu'on utilise, ça augmente la capacité de calcul de manière exponentielle et avec seulement quelques centaines ou quelques milliers de qubits de mémoire, on va pouvoir s'attaquer à des problèmes comme le changement climatique, la prédiction de production de trafic dans les villes ou pardon, pas de production de trafic, mais la prédiction et l'aménagement du trafic, la production de nourriture, le pliage des molécules, enfin il y a plein de sujets comme cela. Aussi. Alors justement, il y a du cassage de code également. Les protocoles qu'on utilise aujourd'hui pour le chiffrement utilisent Enfin, il est très facile de trouver la racine carrée d'un chiffre complexe grâce à l'informatique quantique, et c'est la base du chiffrement. Donc, beaucoup de gens craignent que l'informatique quantique rende inefficace le chiffrement qu'on utilise aujourd'hui. Bien sûr, à ce moment, il y en aura peut-être d'autres quantiques qui seront mis en place, mais c'est une des applications dont on parle souvent. Il y en a beaucoup d'autres. Et ça veut pas dire, l'informatique quantique, ça veut pas dire que tous nos ordinateurs vont devenir quantiques. Ou peut-être dans 50 ans, Dieu sait ce qui se passera. Mais aujourd'hui, c'est vraiment des super ordinateurs qui seraient conçus grâce à cette informatique quantique et qui seraient dédiés à des tâches très très spécifiques et qui pourraient améliorer la production. Je parlais de pliage de molécules, ça peut créer de meilleurs médicaments, par exemple, qui seront plus ciblés et qui auraient moins d'effets indésirables, ce genre de choses. Donc, je sais pas
si un jour on a de l'informatique quantique dans nos ordinateurs, ça se matérialisera plus par un peu comme une carte graphique finalement, avec un processeur quantique qui sera rajouté en plus, comme on a, comme on a une des puces qui gèrent, voilà, ça a des puces qui gèrent l'affichage ou la sécu, ou enfin peu importe, mais voilà, quelque chose d'intégré. De ce type-là, ouais. Donc bon, on est là, je dirais, la raison pour laquelle j'en parle, ça fait longtemps qu'il y a de l'informatique quantique, mais je dirais que l'entrée de Microsoft dans le débat est peut-être la première vraie entrée sérieuse et commerciale qui reste à terme. C'est pas du tout aujourd'hui qu'on va pouvoir se lancer, mais c'est une étape hyper importante qui laisse entrevoir la réalisation de l'informatique quantique à terme relativement court, je dirais. On parle de quelques années, je ne vais pas me risquer à donner un nombre d'années, mais ça pourrait effectivement avoir des conséquences importantes sur la recherche fondamentale qu'on peut faire sur tous ces domaines dont j'ai parlé, et qui auraient des conséquences qu'on ne peut pas vraiment mesurer aujourd'hui, un petit peu comme un chat de Schrödinger. Bah, c'est très fragmenté, hein. C'est-à-dire que chaque constructeur, que ce soit Google, enfin chaque, on va dire, initiateur de l'informatique quantique, Microsoft, Google, D-Wave, hein, c'est ça, etc. C'est ça, D-Wave, les Canadiens. Ils ont tous leur propre techno, leur langage, enfin, c'est pas compatible, en fait, tous ces trucs-là. Ils ont leur matos, enfin, c'est vraiment de la recherche. Hein. Mais ça commence à se standardiser, je sais plus, c'est Q Sharp, le langage de Microsoft, qui a publié donc ce langage pour programmer en informatique quantique il y a un peu moins d'un an, je crois, quelque chose comme ça. Donc ça commence, mais on est vraiment au début. Faut s'y mettre, comme ça on sera pas au chômage. Ouais. Voilà, si vous voulez je conseillerais pas encore de se mettre à la programmation quantique, c'est encore un petit peu incertain, comme je disais, mais peut-être que dans quelques années, ça pourrait, je pense que ça risque d'être recherché, comme les spécialistes de l'intelligence artificielle, par exemple, sont très recherchés aujourd'hui. Je voulais aussi mentionner, je ne sais plus pourquoi je l'ai mis là, mais on va en parler quand même, de comment dire, ces canaries de mandat de mandat de Cloudflare qui a mis en place des canaries de mandat. Qu'est-ce que c'est ? Et c'était juste l'occasion de parler, d'expliquer ce que c'est que les canaries pour les mandats de perquisition que peuvent recevoir les sociétés technologiques. T'as pas mis de canaries sur ton podcast ? J'ai pas mis de canaries sur mon podcast, mais peut-être que tu peux justement nous expliquer, Corben, ce que c'est qu'un canari pour les mandats et pourquoi est-ce que les grandes sociétés tech en mettent et comment ça fonctionne. Bon, alors, il faut savoir qu'aux États-Unis, il y a quelque chose de magique qui s'appelle le Patriot Act, qui en gros peut faire passer sous secret un peu n'importe quel. Il peut y avoir des tribunaux secrets qui obligent les sociétés ou les gens à prendre des décisions ou à fournir des informations, et tout est secret, personne ne sait rien, etc. Donc, par exemple, quand on est dans un cas comme Cloudflare, où il y a des données, par exemple des certificats SSL pour gérer tout ce qui est connexion chiffrée, etc. Si demain, on va dire, le gouvernement américain, via un tribunal secret, sous prétexte du Patriot Act ou d'un autre truc, impose à Cloudflare de fournir, on va dire, les clés de déchiffrement pour déchiffrer tout le trafic Cloudflare, c'est une grosse part d'Internet aussi, donc de pouvoir déchiffrer tout ce qui passe de manière chiffrée du côté de Cloudflare, ils n'ont pas le choix en fait, ils sont obligés de le donner. Et ça marche pour Google, ça marche pour tout. Si par exemple demain Google doit exporter tous les contenus mail de tous ses utilisateurs Gmail et le donner au gouvernement américain, ils sont forcés de le faire, ça reste secret, etc. Donc en parade... Oui, tu passes sur le fait que ça reste secret rapidement, mais c'est une clé hyper importante de ces processus, c'est qu'ils sont obligés de ne pas en parler. Il y a ce qui s'appelle un gag order, c'est un ordre de silence finalement, qui fait qu'ils n'ont pas le droit de le dire, et même si on leur pose la question, ils n'ont pas le droit de dire, si on leur dit « Est-ce que vous avez déjà reçu un mandat de ce type ?» ils doivent dire « Non, nous n'avons rien reçu, on ne sait pas de quoi vous parlez ». C'est ça, donc en fait ils sont obligés de se taire, ils peuvent pas communiquer dessus. Il y a eu des procès avec, je crois notamment Microsoft, qui pendant des années, je crois qu'ils ont gagné, et ont annoncé qu'ils avaient subi un de ces mandats secrets.
Et donc, la seule façon de prévenir, on va dire, ces utilisateurs que le service est corrompu, quelque part, c'est de mettre en place un canary. Alors, un canary, c'est quoi? C'est pas une information que vous allez rajouter sur votre site en disant, j'ai eu un mandat secret, machin, et mon service est corrompu. C'est une information que vous allez retirer. Donc, c'est-à-dire de dire, jusqu'à présent, mon site web, enfin mon service n'a pas été soumis à un tribunal secret, enfin en tout cas n'a pas fait l'objet d'une perquisition, d'une perquisition, etc. Bon, peu importe. Ou alors tout simplement, ça peut être une image d'un canari sur la page de contact, etc. Mais le jour où il y a un problème avec le canari disparaît, c'est ça un peu comme le canari de la mine, il meurt parce qu'il il sent la fuite de gaz, donc il meurt en premier. Et le jour où le canari disparaît, on peut se dire il n'y a pas d'explication, il n'y a rien qui est expliqué, il n'y a rien qui est rajouté, donc quelque part les boîtes contreviennent pas à l'ordre qui leur impose de se taire et de rien dire, mais elles ont enlevé l'info. Et ça fait office de message en fait. C'est ça qui permet d'alerter les gens, les utilisateurs du service que c'est corrompu. Après il y a des gens qui le suivent aussi. Puis quelque part quand t'es Microsoft, que tu mets en place un canary ou quand t'es Cloudflare, les mecs le savent. Puis le mot circule et puis les gens en parlent quoi. Enfin tu le vois. Il y a toujours un qui va le voir. Voilà, il y a beaucoup de chercheurs en sécurité qui suivent ce genre de choses et ça se verra tout de suite. Bien sûr, le truc c'est que ça ne donne pas les détails. On sait qu'il y a eu une requête, mais on ne sait pas ce qu'ils ont demandé, combien d'informations ils ont eu, etc., etc. Donc, c'est peut-être un compromis acceptable, même pour les services de sécurité. Et puis bon, ça serait compliqué de leur dire de ne pas mettre de canari, mais voilà. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne. Je pensais le mentionner parce que c'est une technique intéressante de communication de ce type de société. Tiens, je voulais dire aux patriotes que j'ai pas eu le temps. En fait, j'étais crevé après l'épisode précédent, donc j'ai pas fait la narration du montage. Mais promis, je vais la faire pour cet épisode. En fait, je fais des petites séries d'enregistrements audio qui sont disponibles en podcast pour les patriotes, le fameux podcast privé des patriotes. Et là, je vais faire comment ça se passe après que l'émission soit terminée. Genre, je vous ouvre les portes de la post-production et on va voir un petit peu ensemble combien de temps ça prend et comment ça marche étape par étape le fonctionnement du montage. Généralement ça prend une vingtaine de minutes donc non mais je te troll, désolé. Le truc qui est marrant c'est que généralement les podcasteurs prennent je sais pas une semaine, 2 semaines à sortir un podcast et moi je le fais toujours en 20 minutes à chaque fois que je le fais avec des gens qui ont l'habitude d'autres émissions. Ils se disent mais comment qu'est-ce qui se passe et Patrick, la force de l'habitude. Avec toute la thune que vous lui envoyez, du coup il a une équipe de prod de 10 personnes, il envoie le fichier source et après les mecs se démerdent. C'est pondu en 20 minutes. Quoi. Il y a des... Ils sont à Madagascar. À Overwatch. C'est ça, moi je vais jouer à Overwatch et eux ils sont à Madagascar en train de faire le montage, exactement. Et justement à propos de tout l'argent que vous m'envoyez, si vous avez une carte bleue ou un moyen de paiement qui a été n'oubliez pas de mettre à jour parce que ça arrive que les gens ne mettent pas à jour leur moyen de paiement. Donc merci à tous ceux, c'est le début du mois. J'ai envoyé les récompenses des gens qui soutiennent l'émission, qui ont commencé à soutenir l'émission le mois précédent et donc toutes les récompenses sont arrivées. Et non, c'est pour les plus anciens, n'oubliez pas de mettre à jour. Ok, on se moque, mais... mais non, mais c'est important. Voilà, s'il vous plaît, n'oubliez pas. Et si vous voulez bien sûr soutenir l'émission, vous aurez accès à ce fameux flux RSS. La semaine dernière, comme j'avais pas pu faire la narration du montage, je vous ai mis un petit positron en avance sur le flux RSS. Donc les auditeurs ont déjà, enfin les patriotes ont déjà le positron. Il sera mis en ligne publiquement, je sais pas, cette semaine ou celle d'après. Pourquoi c'est arrêté positron? Moi, je l'ai arrêté. C'est un petit peu arrêté, mais en même temps un petit peu repris, justement, où je suis tout seul et je parle des trucs que... C'est le podcast quantique, il est à la fois arrêté et repris. Non, mais c'est moi tout seul, en fait, c'est plus facile à organiser, comme j'ai déjà pas beaucoup de temps pour rien, mais j'ai quand même envie de parler des trucs qui me plaisent. Donc, en l'occurrence... Solini disait pareil, c'est moi tout seul, comme ça va plus vite à décider. C'est sur quoi? Quoi donc? Mussolini disait pareil, c'est moi tout seul, comme ça va plus vite à décider. Il avait raison, quelque part. On sait bien que je suis un dictateur dans mon podcast, c'est un petit peu ça. Bon, parlons un petit peu d'encore plein de téléphones, dont des téléphones pliables.
Il y en a un autre qu'on n'a pas évoqué la semaine dernière quand on parlait de tous les téléphones pliables qui ont été annoncés, mais qui est assez intéressant. C'est le revival du fameux Motorola Razr. Vous vous souvenez de ce téléphone? Oui. J'en ai vendu des pelletés en boutique. Ah, quand t'étais chez... j'étais encore chez Phonehouse. Chez Phonehouse, c'est ça. Il a débarqué en boutique quand j'y étais. Et donc, tu te souviens de la folie, c'est une marque. Je me souviens aussi des problèmes qu'avaient les premières versions et tout, le clavier qui se décollait et tout. Bah, écoute, là, espérons que le clavier ne se décollera pas. Ils sont en train de travailler à une nouvelle version donc du Razr, mais avec un téléphone pliable. Là où les téléphones dont on parlait la semaine dernière étaient des téléphones de taille normale qui se dépliaient pour fournir un appareil plus grand, et un écran plus grand. Là, l'idée, c'est que c'est un téléphone de taille normale qui se plie pour devenir plus petit, comme le Razr se pliait. Donc, l'écran est à l'intérieur et on le déplie. C'est pas bête comme... c'est pas bête, mais alors moi, j'ai peur d'un truc quand même, c'est que ça se plie vers l'intérieur et en termes d'épaisseur, on sait que la pliure vers l'intérieur, c'est un vrai problème. Donc, j'ai très peur qu'il soit certes petit, mais très épais. Ou alors, parce qu'il y a eu un brevet diffusé, on a vu un peu passer les images, machin. Ou alors, c'est deux écrans qui, une fois dépliés, sont l'un contre l'autre, sans bord et tout ça. Ça pourrait être ça l'astuce. Pas bête, mais à ce moment, c'est pas un téléphone. Enfin, c'est pas un écran pliable. Dans ce cas-là, c'est pas un écran pliable. Voilà. Mais bon, à suivre. Mais en tout cas, le Motorola Razr a été un énorme succès de la marque Motorola. Il a été décliné, je pense, dans toutes les couleurs possibles de l'arc-en-ciel et même au-delà. Il y a eu des variantes en veux-tu, en voilà. Enfin bon, bref, ça a été un gros succès design, en tout cas chez Motorola à l'époque. Ils avaient même fait des boîtes en aluminium pour les premières versions. Mais c'était une autre époque et je crois que le format du téléphone aujourd'hui est un petit peu le form factor idéal et donc je sais pas si on a vraiment un intérêt à en avoir un plus petit. Bien sûr, il y a toujours des gens qui en auraient l'utilisation. Non, mais imagine ton iPhone plié en deux. Si t'es en prison, c'est pratique. En prison, pourquoi pas. mais non, mais oui, si mon iPhone se plie en deux. Oui, en même temps, si je garde la même taille d'écran, pourquoi pas, ouais. Tu l'ouvres et quand tu le plies, du coup, il est même moins fragile. Puisque l'écran est à l'intérieur. Sur le dessus, tu as à la limite juste un petit écran pour les notifs. Tu vois vite fait si tu as une notif sans avoir à l'ouvrir. Mais non, pourquoi moi, je trouve l'idée... En fait, là où on se dit, il n'y a pas d'usage au téléphone pliable, Motorola dit, mais attendez, mais nous, notre téléphone pliable, il se plie pour être juste plus petit. Et donc là, il y a un vrai usage. Tu l'ouvres, c'est un téléphone... plié, il est dans ta poche et voilà. Ouais. Bon, donc, alors est-ce que tu trouves qu'il y a un usage au Nubia Alpha, la montre smartphone qu'évoquait Ulrich à l'épisode précédent. Alors c'est en fait une montre qui a un écran qui fait un petit peu on va dire la moitié supérieure du bracelet, qui est énorme. Moi, je croyais que c'était une montre genre qu'on pouvait déplier comme un bandeau et puis utiliser comme téléphone. Non. En fait, non. C'est vraiment, il y a un... Ouais, c'est un bracelet. Ouais, c'est un bracelet. Bon, c'est moins séduisant que j'aurais pu penser, quoi. Moche sur 20. Moche sur 20, ok. Corben, ça te plaît plus? Non, mais je te dis, on dirait un bracelet électronique. Moi, j'aurais tendance à plus à le mettre à la cheville, en fait. Et puis, il y a peut-être un peu de TNT dedans, comme ça, si tu sors de chez toi, ça explose. On sait pas. D'accord, bon, je vois que vous n'êtes pas très friand de cet appareil. Moi, je dirais qu'avec une bonne interface, ça pourrait, et un petit peu plus de finesse, ça pourrait peut-être le faire. Mais le problème, c'est que ça reste beaucoup plus limité qu'un téléphone, bien sûr. Moi, je me dis, en fait, que si l'écran est utilisé pour une montre qui fasse juste la taille d'une montre d'une Apple Watch, mais avec un écran 2 fois plus grand et 2 fois plus long, qui serait courbé, pourquoi pas. Mais vu ce qu'ils ont fait là, c'est un petit peu trop et l'utilité est très limitée, quoi. Et en dernier retour sur cet épisode de la semaine dernière, le Samsung Galaxy S10 a commencé à avoir des reviews. C'est dans l'ensemble plutôt positif comme on l'était la semaine dernière. Le seul petit point noir, c'est que le capteur d'empreinte digitale est beaucoup moins fiable, beaucoup moins bon qu'on aurait pu l'espérer. Et puis, on peut pas mettre d'écran de protège-écran. Moi, je pense que ça sert plus à grand-chose aujourd'hui, les protège-écrans, mais il est moins fiable et il marche moins bien. Oui, bah, le truc, c'est que ça me tue, moi. Il y a plein de gens qui mettent des protège-écrans sur leurs écrans, alors que le verre qu'on a aujourd'hui sur nos écrans est 10 fois plus dur que tout ce que vous pourriez mettre dessus, et du coup le truc que vous allez mettre dessus va se rayer et l'écran que vous avez en dessous ne se serait pas rayé, quoi.
Ça dépend. Ça dépend, parce que si tu prends des verres trempés, il y en a, ils sont beaucoup plus durs que l'écran de ton smartphone et du coup, ils ne se rayent pas. Mais par contre, au moindre choc, même tu vois, juste un bout de clé qui tape dans le coin de la petite protection, elle éclate en... Ah bah voilà, non mais c'est ce que je veux dire, les écrans qu'on a aujourd'hui, le verre, le Gorilla Glass 12 là, enfin les dernières versions, franchement c'est ce qu'il y a de plus dur possible, ça va jamais se rayer ou difficilement. Par contre ça se pète. Bah oui, ça se pète, mais encore une fois moins que, enfin bon, bref. Ouais, non mais le compromis est difficile à trouver. Hein. J'en parlais ce matin justement dans la matinale. Le vrai souci c'est que soit on a des écrans souples avec des revêtements plastiques qui font que ça absorbe les chocs et les écrans ne se cassent pas. Soit on met dessus des vitres solides qui se rayent moins facilement, mais qui par contre au moindre choc éclatent. Et en plus on met des châssis en métal sur nos téléphones qui absorbent rien du tout. Donc, ouais, c'est comme les vieilles Volvo, tu sais, on disait tout ça, c'est des tanks. Ouais, l'absorption de l'énergie. Ouais, mais les gens à l'intérieur. Exactement, sont c'est ça. C'est ça le problème. Donc pensez à votre téléphone. Franchement, le meilleur compromis, le c'est simple. 5C avait du mal à se casser, tu vois. Parce qu'en fait, il était tout en plastique, sauf la vitre avant. Mais le plastique de la coque absorbait vachement l'énergie. Et du coup, il se cassait moins facilement. Bah, disons qu'en tout cas, moi, je pense que dans l'ensemble, les téléphones tels qu'ils sont, à la limite, mettre une coque pour pas qu'ils se cassent quand ils tombent, ok. Mais mettre une protection d'écran, c'est pas forcément la meilleure chose à faire. Moi, j'en mets, parce que quand une protection d'écran, elle sera toujours moins chère que de changer ton écran. Donc, Non, mais ça n'empêche pas l'écran de se casser. L'écran, il va pas se rayer. Il se casse s'il tombe. Et ta protection d'écran, elle va pas t'empêcher le téléphone de se casser. La coque, oui, mais pas la protection d'écran. Tu vois ? Je sais pas. C'est de la science, c'est comme la physique quantique, Corben. Je sais pas, si ça tombe sur un petit caillou, ça peut protéger l'écran quand même, non ? Ah si, oui, je pense que vous parlez pas des mêmes protections d'écran. Pas les trucs en plastoc, les verres trempés que tu mets sur ton écran. Si tu prends un choc sur l'écran, oui, mais je crois que Patrick parle d'autre chose. Si tu prends un choc sur l'écran, effectivement, ça va absorber une grosse partie de l'énergie. Tu veux dire que ça casse la protection plutôt que l'écran lui-même. Plutôt que l'écran, exactement. Peut-être. Exactement. C'est lui qui va prendre en fait pour l'autre. Mais bon, après les films plastiques, ça ne sert à rien. Vous mettez ça et l'écran va effectivement éclater. Je crois qu'il y en a déjà de base en plus sur certains téléphones. Non, mais c'est de la merde ça. Bon, est-ce que vous avez déjà eu cette situation absolument horripilante où quelqu'un vous envoie un document Word ou PDF avec une photo ou une capture d'écran d'une table de calcul que vous ne pouvez pas éditer ? Est-ce que ça vous est déjà arrivé ? Mais 1000 fois. Non. Ah bon, Corben, tu as de la chance. Cédric est quelqu'un de beaucoup plus sérieux, qui travaille avec des gens qui travaillent avec des feuilles de calcul. Eh bien, Microsoft a une réponse pour vous. Ils ont implémenté dans... Tuez vos collègues, ok. Non, ça c'est un petit peu radical. Ils ont intégré dans leur application Microsoft 365 sur Android un outil qui vous permet de prendre une photo d'une feuille de calcul et de la transférer en feuille de calcul ou en table qui soit éditable. Donc c'est une sorte de reconnaissance de caractère avancée qui vous permet de le transformer en feuille de calcul plutôt que juste de prendre une photo. Moi je dis bravo Microsoft. Ça c'est de la vraie innovation technologique. Bravo. Non, vous n'avez pas l'air convaincu. Ça va faire gagner du temps dans les entreprises. Oui, voilà, c'est ça. De la productivité, tout ça, on va relancer l'économie, moins de chômage et tout. Merci Microsoft de remplacer le chômage. Bon, le seul problème, c'est s'il y a genre un 1 qui se transforme en 7 sans que vous vous en rendiez compte, vous avez intérêt à vraiment vérifier le truc. Ouais, c'est très grave. Hein. Surtout si c'est pour payer les impôts d'Apple, Amazon et tout ça. Si c'est un 0, il va se transformer en 0. Hein. Peu de chances qu'il se transforme en 7. Après, si t'es au Japon, ça peut être dangereux. Si t'es au Japon, pourquoi ? Ah oui, parce que c'est des caractères... Mais non, au contraire, les caractères sont plus différents. Ah oui, lui, je pense qu'il a transformé des 7 en 0, tu vois. Voilà. Oui, et pour le coup, il paye bien, là. Je sais pas si vous avez lu sur les conditions de détention au Japon, c'est un peu... normal. Ah ben là, il aimerait bien un Razer miniature. Bon, vous savez que Amazon a révolutionné le monde de la livraison en vous proposant Amazon Prime, qui vous livre le lendemain ou peut-être même le jour même. Eh ben, vous savez quoi ? Ça n'allait pas assez loin. Ils vous livrent la veille de votre commande. Non, ils ont lancé aux États-Unis Amazon Day, qui fait quoi ? Qui vous permet de choisir le jour de la semaine où vous serez livré.
Donc, vous pouvez choisir de vous faire livrer genre dans 3 jours plutôt que demain. Ça peut paraître un petit peu con, mais bon, évidemment, tout le monde comprend immédiatement l'intérêt du truc. C'est génial de pouvoir choisir le jour où tu vas te faire livrer, non ? Ah bah oui. Ouais. Après, est-ce que ça va jusqu'à l'heure ? Je sais pas, parce que des fois, les mecs te disent, on passera entre 8h et 13h. Et suivez en direct notre coursier. Voilà. Ouais. Et ça, c'est la nouveauté, l'innovation de Jeff Bezos pour 2020. C'est l'année prochaine. Tu pourras choisir l'heure. Mais déjà, cool. Le fait de choisir le jour, enfin, moi, je suis... Ah oui, c'est bien. Mais oui. C'est vachement bien, oui. On est d'accord. Pendant le même temps, ils ont arrêté de vendre leurs Amazon Dash, vous savez, les boutons sur lesquels on appuie pour racheter le même truc, genre, vous avez un bouton... Oui, papier toilette aux toilettes, t'appuies voilà, dessus, c'est ça. Papier toilette. Et genre, dans l'heure, il y a quelqu'un qui ouvre la porte des toilettes dans l'heure. Dans la minute, quelqu'un qui ouvre la porte des toilettes et qui t'amène ton petit rouleau. Ouais, et visiblement, ça serait pour... parce qu'ils se disent, avec Alexa, on n'a plus vraiment besoin de ces trucs-là. Tout le monde commande par l'assistant virtuel, donc plus besoin des Dash. Moi, j'avoue que les Dash, j'y ai jamais vraiment cru, même si, visiblement, ça fonctionnait pour certains, quoi. Et ils sont en train d'ouvrir, visiblement, ils ont un projet, c'est une rumeur, des tonnes d'épiceries un petit peu partout aux États-Unis aussi, qui seraient pas Whole Foods, mais qui seraient donc des épiceries où ils vendraient des produits d'épicerie, mais c'est pas des trucs sans caissier, c'est des trucs avec caissier. Donc ils sont partout, quoi. Apple serait en train de tester une fonctionnalité de track de sommeil, de suivi de sommeil pour leur Apple Watch. Et là, je me retourne vers Cédric et je dis mais il y a un problème majeur à cette fonctionnalité, non ? L'autonomie. Et voilà. Eh oui. Oui, parce qu'en fait aujourd'hui on recharge son Apple Watch au mieux tous les 2 jours, donc ça veut dire qu'on aurait le suivi de sommeil qu'une nuit sur 2 au mieux, tu vois, et encore, ça dépend comment vous Apple Watch, mais effectivement c'est problématique. Peut-être que pendant la nuit, pendant qu'on est en sommeil, elle sait qu'on s'est endormi, elle passe en mode plus faible consommation, donc elle consomme un petit peu moins évidemment, elle fait juste le suivi du truc, et puis après tu te lèves, tu la mets à charger pendant que tu prends la douche, franchement ça recharge pas mal. Au début je me disais mais c'est impossible, ça recharge, quand est-ce que tu la recharges ? Mais en fait, je crois que l'avantage d'avoir un suivi de sommeil avec la montre qui fait encore plus tout en un, ça vaudrait largement le fait de ne pas l'avoir sous la douche et tu la charges de toute façon à ce moment. Je pense que sinon, ça pourrait fonctionner. Tu coinces le chargeur sous ton poignet, là, sur le truc, et tu charges pendant que tu dors. Non, mais après, l'idée pas conne. Après, c'est peut-être pas pour cette version-là d'Apple. C'est sûr. Faut pas oublier ça. Moi, je trouve que le problème, c'est le confort de la montre, qui est pas très confortable à utiliser quand on dort, je pense. Tu as la dernière version ? Oui. Mais avec un bracelet. C'est beaucoup plus confortable que les. Celle d'avant, oui, mais quand même, je me vois pas dormir avec, moi. Ah ouais, t'es pas habitué. C'est psychologique. Non, mais après, effectivement, peut-être que ça va être lié à ça, comme tu dis, au fait qu'on l'enlève du poignet, on la pose, du coup on dort. Et voilà, mais je sais pas, parce que tu sais, t'as des fonctions ne pas déranger qui existent en fonction du sommeil, avec ton réveil, avec l'application sommeil qu'ils ont intégrée. Je comprends pas trop où ils veulent aller avec ça. La façon dont ça fonctionne, parce qu'il leur manque un outil qui est de savoir quand est-ce qu'on s'endort. Et du coup, aujourd'hui, cette appli est très compliquée à utiliser. Tu sais, tu peux te réveiller grâce à cette appli-là de sommeil et tout, mais j'ai du mal à comprendre vraiment Attends, je suis même pas sûr de quelle appli tu parles, en fait. En fait, tu as un... Alors, attends, il faudrait que je le retrouve. Tu parles d'une application sommeil sur l'Apple Watch. L'horloge, tu ouvres l'horloge et tu as un bouton... Non, pas sur l'Apple Watch, sur ton iPhone. Tu as un truc qui s'appelle Sommeil. Ouais. Et tu as Sommeil en semaine, par exemple. Tu indiques à quelle heure tu te couches, à quelle heure tu te réveilles. Donc, elle va t'envoyer une notif, il faut que tu ailles au lit, machin et tout ça. Mais je comprends pas trop où non, mais c'est parce que ça suit pas ton sommeil. Non, y a pas Mais c'est pour ça que ça serait intéressant de l'avoir dans l'Apple Watch. Mais bien sûr. Donc c'est un vrai, je sais pas, c'est un vrai souci pour moi aujourd'hui de pas avoir ça. Donc soit ils vont me proposer, je sais pas moi, un bracelet supplémentaire dédié au sommeil. Mais non, mais dans l'Apple Watch. Actuellement, c'est pas viable pour moi. C'est pas viable. Elle charge pas suffisamment vite, comme tu dis. Tu passes pas 30 minutes sous la douche, c'est pas vrai. Enfin, c'est même plus que 30 minutes pour la charger complètement. Donc, je sais pas. Moi, ça me dérange vraiment
Je suis pas convaincu du tout. Surtout qu'en plus, quand ils vont un jour sortir le AirPower pour poser tous tes devices et ils se chargent, je me vois mal rentrer par exemple le soir, enlever ma montre, la poser et puis me dire je vais rentrer pour aller dormir. Je sais ce qu'ils vont faire. Ils vont faire un tapis de recharge de 1,80 m que tu vas mettre sous ton matelas. Tu dors. Et ça va recharger ta montre par induction. Je pense que c'est ça la solution. Voilà. Non, mais à travers ton corps, très bien. Ouais. C'est compliqué, surtout qu'en plus en même temps, ils t'incitent à tout le temps porter ta montre pour les activités, machin et tout ça. Tu te vois mal enlever avant d'aller faire du sport ta montre pour la poser, pour qu'elle charge, pour que la nuit tu puisses mesurer ton tracking. Tu vois, enfin, je sais pas, il y a vraiment un problème. Il y a une solution à trouver là-dessus, on est d'accord. La solution, c'est d'acheter une montre WeThings. Non, c'est d'acheter une Apple Watch série 5. Voilà, c'est ça, exactement. Avec une meilleure autonomie. Tout ça. Peut-être qu'elle aura justement, tu sais, intégré un capteur passif qui fait que, enfin, passif, je m'entends, qui fait que même si la montre est éteinte, tu sais, elle continue à compter tes pas, ce genre de truc, un peu comme ils avaient fait, tu sais, avec leur puce M à l'époque, quand ils avaient dévoilé dans l'iPhone, en disant même quand le téléphone est en veille, l'appli pas lancée, ça compte vos pas en tâche de fond. Ah bah ils ont déjà ça, mais bien sûr. Mais peut-être que ça va être une évolution de ce coprocesseur-là qui va permettre de faire le tracking du. Je suis d'accord, mais il faudra quand même la charger à un moment. Donc, oui. Mais ce que je veux dire, c'est que peut-être que même quand elle sera, tu vois, en mode réserve et tout ça, ce truc continuera à fonctionner. Alors je sais pas trop. Enfin, j'arrive pas à comprendre. Ouais, moi je crois que simplement ils vous diront chargez-le pendant que vous prenez votre douche et ça vous donne 24 heures de plus, ça charge assez vite, machin. Je pense que ça sera ça. Bon, si vous allez aux États-Unis, n'oubliez pas que désormais il ne faut plus mettre les batteries en soute et ça veut dire qu'on peut plus avoir d'appareils avec des batteries dans les valises qui vont en soute. Pourquoi ? Parce que, comme on l'a vu avec le fameux Samsung Note 7, parfois, et avec plein d'autres appareils, parfois les batteries peuvent exploser, c'est très rare, mais elles peuvent s'enflammer. Et l'autorité de régulation du trafic aérien, enfin du voyage aérien aux États-Unis a fait des tests et ils se sont rendus compte que dans certains cas, s'il y a par exemple ils ont donné l'exemple du shampoing séché, etc. Ça peut vraiment faire des feux qui pourraient poser des problèmes à l'avion. Pourquoi ? Notamment parce qu'on le voit pas, donc on se rend pas compte que ça s'est enflammé. Alors qu'évidemment, si un téléphone s'enflamme dans la cabine et pas dans la soute, on va s'en rendre compte tout de suite. Donc on peut contenir le feu. Moi, au début, ma première réaction, c'était un peu genre « Oh, ils nous font chier, c'est bon encore, mais machin ». Et en fait, vraiment, autant prendre les mesures aujourd'hui, c'est pas non plus la fin du monde de pas pouvoir mettre un ordinateur portable dans sa valise. On les a de toute façon tous avec nous, donc ça change pas grand-chose. Et puis, c'est mettre des règles avant que ça dégénère pour un truc qui pourrait être vraiment problématique. Donc, Après, ça va être emmerdant pour les professionnels, par exemple, qui se déplacent avec du matos de tournage ou des trucs comme ça, et beaucoup de batteries. Ils vont devoir enlever toutes les batteries, mettre leur matos dans une valise qui va partir en soute, les batteries avec eux. Enfin, mais bon, c'est... disons que si c'est le genre de truc où on se dit c'est chiant, mais c'est bien jusqu'au jour où, parce que ils ont pas mis les règles en place, il y a un avion qui tombe avec 500 morts et on se rend compte que quelqu'un avait proposé la règle et que ça n'a pas été mis en place et pourquoi et machin parce que bon. Donc voilà, ça c'était la petite minute info voyageur et c'est uniquement aux États-Unis ce changement pour le moment en tout cas. Vous vous souvenez de TikTok dont on vous a parlé à plusieurs reprises dans l'émission il y a quelques mois. L'application a été téléchargée 1 milliard de fois sur les smartphones. Par mois, tout seul. Non, je déconne. Grand fan de TikTok, Corben. Et il compte même pas, c'est Sensor Tower, ce site d'analyse qui a fait ses calculs, et compte même pas les installations en Chine. Donc, sachant que c'est une application qui est très populaire en Asie, ça doit compter quand même pas mal en Chine. Pour info, il y a eu 663 millions de téléchargements en 2018, ce qui est plus qu'Instagram. Alors Instagram est déjà installé, les gens vont pas forcément télécharger l'application, donc ça veut pas dire que TikTok est plus populaire qu'Instagram, mais c'est quand même une application incroyablement populaire. Je sais pas si tu plaisantais, Corben, quand tu disais que tu l'as téléchargé 1 milliard de fois, mais c'est marrant quand même. C'est marrant, mais alors c'est très... Enfin, moi, en tout cas, ce que je constate, c'est que le public dessus, il est très très jeune.
Donc je pense qu'ils vont avoir un moment peut-être des problèmes comme un peu YouTube sur les commentaires notamment. Bah, ça commence là d'ailleurs. Ouais, bon, bah. Il y a déjà eu quelques histoires effectivement où ils ont été. Alors c'était pas aussi problématique que sur YouTube, mais oui. Non, c'est plus des non-respects des CGU parce qu'il y a des gens des utilisateurs qui ont moins de 13 ans et D'accord. C'est problématique. Mais bon, sinon, oui, c'est rigolo, c'est sympa, mais voilà. C'est les jeunes, nous on n'est pas jeunes. C'est ça. Si vous êtes jeunes et que voulez-vous construire une communauté, c'est sur TikTok que ça se passe, quoi. Pas sur Facebook. Qu'il faut aller. T'es plus jeune que moi, Corben, donc toi, pour moi, t'es un jeune, t'as quel âge déjà ? 36. Bientôt 37. Le 23 mars, n'oubliez pas, j'attends vos cadeaux avec impatience, les gars. Donc voilà. Vous pouvez les faire livrer pile le 23 mars avec Amazon Day. Voilà. Cédric, toi, t'as quel âge ? Moi, je vais faire 39 le 29 août. Donc, vous êtes tous les deux bien plus jeunes que moi, mais même pour vous, TikTok, c'est trop pour les jeunes. 30 ans, c'est pas une grosse différence quand même, Patrick. Moi, j'ai 45 quand même. Hein. Ah oui, non, ça va. 30 ans, c'est pas une grosse... Ah, d'accord. Ça va, ok, t'es très drôle, Corben. Non, le pire, je suis sûr qu'il y a plusieurs auditeurs qui sont dans cette situation aussi. Le pire, c'est que, comme je disais au moment de mon anniversaire, 30 ans, aucun problème. 40 ans, ouais, ça va encore. Je me rends compte que dans 5 ans, j'aurai 50 ans. Et là, 50 ans, c'est les vieux, quoi. Donc, là, oui. Je sais pas trop. C'est parti pour les voyages en car et puis les pauses pipi toutes les 5 minutes et puis non mais c'est bien, ça va être cool, tu nous raconteras qu'on se prépare aussi. Écoute, c'est peut-être pour ça que je trouve TikTok particulièrement sympathique et que je l'aime beaucoup. Je trouve que l'application est très sympa. Bon, en même temps, je l'ai pas relancé depuis. Mais non, mais alors, et pourquoi tu dis ça ? Mais pas du tout. C'est juste que c'est très créatif et très marrant. Franchement, il y a des trucs très sympas. Le problème, c'est que c'est tellement mimesque. Il faut connaître les mimes auxquels ils font référence, quoi. Donc, c'est pas facile. Bon, on parlait des problèmes de YouTube à l'instant. Ils ont décidé, vous vous souvenez de la question des commentaires pédophiles qui étaient publiés sur des vidéos de jeunes enfants. Alors, pour rappeler, ce qu'ils faisaient, c'est que les commentaires mettaient un timecode sur la vidéo qui mettait une pause à un moment où l'enfant était en position un petit peu suggestive. On est d'accord, super dégueulasse. Et donc, ce qu'ils ont décidé de faire, c'est la solution radicale, c'est que désormais, ils vont supprimer les commentaires de toutes les vidéos où il y a des mineurs. Purement et simplement. Alors, ils autorisent pour certains créateurs qui surveillent beaucoup leur contenu et qui surveillent les commentaires et qui les modèrent, etc. Mais dans l'ensemble, c'est pas besoin d'avoir de commentaires sur les vidéos avec des mineurs tout court. Ça sera interdit, inaccessible. Et en fait, je me dis, bah ouais, pourquoi pas, quoi. Il n'y a pas vraiment de... D'un côté, pourquoi pas, parce que effectivement, c'est un vrai problème. De l'autre, t'imagines, tu démarres une nouvelle émission, là, t'as 13 ans, machin, t'en veux, tu crées ton podcast ou ta web TV ou je sais pas quoi, peu importe, ton truc sur YouTube, et on te prive de commentaires. Enfin, tu vois, ça fait chier, quoi, non ? Ça fait un peu chier, c'est sûr. Il y a un petit aspect négatif, mais je dirais que l'aspect positif, si tu grandis suffisamment, je pense que tu pourras demander ensuite l'activation des commentaires à un moment. Mais l'avantage de ne pas avoir parce que c'est con, mais c'est tellement créatif la manière dont ils font des trucs. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu à propos de l'esprit des gens, quoi. C'est très peu de vidéos, mais il y a je crois que c'est une prof qui s'est rendu compte qu'il y avait des vidéos pour enfants au milieu desquelles étaient insérés des conseils pour mieux réussir son suicide. Alors, il y a très peu de vidéos, je ne sais pas si vous avez... Mais c'est... Et bon, alors évidemment, je pense que là, ce n'est pas vraiment un gros problème de YouTube, c'est juste qu'il y avait une ou deux vidéos, ce n'est pas un truc systémique, mais ou une poignée. Mais moi, c'est plus imaginer les gens qui ont fait ces vidéos, quoi. Et c'est des vidéos qui ont juste qui ont l'air d'être des vidéos pour enfants, qui ont été faites pour... C'est pas genre, petit clin d'œil, on va faire des vidéos bizarres, machin. Non, c'est des vidéos pour enfants. Et au milieu, il y a des conseils pour mieux se suicider. Alors, mais qui fait ce genre de truc ? Enfin, je sais pas, ça me... Moi, non, mais des psychopathes. Mais il y a un autre truc aussi qui est là, plus un problème YouTube. Et je sais pas s'ils l'ont arrangé, mais ça fait 1 semaine et demie ou 2 semaines que ça tourne un peu sur la toile. C'est qu'en fait, à un moment... En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que tous les pédophiles là, qui traînent sur YouTube se font des espèces de playlists de
de jeunes garçons et de jeunes filles voilà, qui font plein de trucs. Et en fait, à un moment, si par exemple tu commences à chercher, je sais pas, des trucs bikini, par exemple, tu vas taper bikini, c'est la démo un peu que le mec fait, tu vas tomber sur des femmes, on va dire, qui sont majeures en bikini. Bouge pas, je vais essayer tout de suite. Et à un moment, tu vas voir en recommandation, tu auras peut-être une vidéo avec une fille, une jeune fille qui va faire un truc. C'est le sujet dont on parlait la dernière fois, avec l'algorithme qui va te recommander. Et après, ouais, t'as l'algo qui enchaîne le truc, et après, en fait, tu te retrouves dans une espèce d'environnement avec que des gamins qui ont des poses sexy ou je sais pas quoi, parce qu'en fait les mecs se font des playlists et l'algo de YouTube est complètement est biaisé là-dessus et du coup recommande et après en fait t'es enfermé dans une boucle. Ouais, alors juste pour préciser, il est pas biaisé pour te donner des trucs avec des enfants sexy. C'est que l'algo te recommande des trucs que tu trouves et en fonction des playlists, il les groupe comme ça. Donc ça, voilà. C'est le problème d'algo qu'on a dans tous les algos du monde, cette recommandation. Voilà, c'est ça, mais ça simplifie un peu la recherche du pédophile, tu vois. Ouais. Bon, parlons un petit peu de Twitter. Ils ont décidé de... Ah oui, alors il y a deux choses dont je voulais parler. D'une part, Twitter et Facebook ont banni 2 activistes d'extrême droite qui mettaient du contenu inapproprié sur leur site. C'est notable parce que ils sont très hésitants à le faire et ils ont finalement décidé de le faire dans ce cas. Et c'est une première... C'est pas tout à fait une première, mais c'est presque... Allez, enfin, c'est assez rare pour être mentionné et... Je pense que on espère que ça sera une chose qu'ils vont faire un petit peu plus activement. Mais le fait de retirer le compte d'une personnalité politique est compliqué à gérer. On en a suffisamment parlé. Un autre truc que je voulais mentionner sur Twitter, c'était le fait qu'ils vont mettre en place une fonctionnalité pour cacher des tweets dans les réponses qu'on a à un tweet qu'on a déjà fait. L'idée étant que s'il y a des gens qui viennent justement répondre à un tweet que vous postez avec du contenu haineux ou du contenu problématique, eh ben vous pourrez le cacher de manière à ce que vos followers ou les gens qui vont regarder le tweet vont devoir remontrer ces tweets cachés pour pouvoir les voir. Donc ça va les passer un petit peu sous le tapis. Et là, on se dit, bah oui, super, c'est une chose qu'il faut faire, enfin, un petit peu plus de modération, un petit peu plus de... Mais là où on se rend compte de la complication, à quel point c'est compliqué de gérer tous ces réseaux, c'est que cette fonctionnalité peut être utilisée à bon escient, mais elle peut également être utilisée pour cacher des réponses qui viendraient corriger les informations à un tweet qui fait de la désinformation, par exemple, ou ce genre de choses. Donc, elle pourrait être utilisée, cette fonctionnalité, un petit peu, pas pour de la censure, le terme est un peu fort, mais pour contrôler le message qu'on veut faire passer en évitant d'être contredit. Et là, je me dis, je veux vraiment pas avoir le boulot de Twitter, quoi. Mais voilà, je voulais mentionner cette ambivalence dans le... dualité dans l'utilisation de cette fonctionnalité. Mais ça, c'est compliqué, ouais. C'est très compliqué. On vit une époque formidable, je trouve. Bah tiens, vous savez que Facebook encourage les gens à utiliser leur numéro de téléphone pour comme non, mais putain. Comme utilisation de authentification double facteur. Sauf que il est également possible de trouver un utilisateur par son numéro de téléphone. Ça, c'est pas nouveau. Hein. Oui, et je me souviens que tu t'en plaignais, Corben. Ouais, voilà, mais sauf que tu peux très bien dire... à l'origine, tu voulais pas qu'on te retrouve par ton numéro de téléphone parce que tu utilisais un pseudo ou je ne sais quoi, ou bref, pour diverses raisons. Et en fait, à aucun moment, tu as donné l'autorisation à ce qu'on te retrouve via ton numéro de téléphone. Et tout ce que tu peux faire... En plus, le pire, c'est que tu ne peux pas désactiver la fonctionnalité. C'est-à-dire que tu peux être à la limite visible que par tes amis, mais tu seras toujours visible dans ton numéro de téléphone sera toujours visible dans ton moteur de recherche. Donc si dans tes amis tu as pas que tes vrais amis, ben ton numéro est retrouvable facilement. Non, mais c'est-à-dire que on peut te trouver avec ton numéro, effectivement. Et alors ce que tu peux faire, c'est retirer le numéro, mais du coup tu peux pas avoir la double authentification. La double authentification, exactement. Et Dieu sait qu'il est important de protéger son compte Facebook. Et pire que ça, quelqu'un qui a activé la double authentification sur Facebook
quand tu ouvres l'appli Instagram, il te propose de faire la même chose avec le numéro que tu as enregistré dans l'application Facebook, parce qu'ils se partagent le numéro entre services. C'est formidable. Après, moi, je me dis, pourquoi est-ce qu'ils s'emmerdent ? Après tout, ils ont aussi WhatsApp, sur lequel le numéro de téléphone est aussi obligatoire. Donc, tant qu'à faire, ils ont qu'à faire la corrélation entre tout ça et activer la double authentification pour tout le monde et utiliser le numéro pour tout le monde. Hein. Pourquoi s'embêter de tout ça ? La solution, effectivement, est beaucoup plus simple. C'est de ne pas, de donner aux gens l'option de ne pas être retrouvable par numéro de téléphone. Et voilà, ça règle le problème. Ouais. Vous connaissez cette application saoudienne qui permet aux hommes responsables, entre guillemets, pour les femmes, c'est même pas entre guillemets, en Arabie Saoudite c'est le cas, responsable pour les femmes, et c'est une application qui permet de mieux contrôler la manière dont les femmes pour lesquelles ils sont responsables vont pouvoir voyager. Moi, je l'utilise avec ma femme et ça se passe très bien. Ça se passe bien, bah voilà. Et donc, il y a de nombreuses personnes et des associations qui ont demandé à Google de supprimer l'application. Et là encore, dans la catégorie c'est pas facile d'être un géant du web, Google a dit bah non, désolé, on peut pas supprimer cette application. C'est une application légale en Arabie Saoudite. Et leur argument, c'est qu'il ne leur appartient pas à Google de décider ce qui est au-delà de légal, ce qui est moral ou pas en Arabie Saoudite. Et moi, ce qui m'interpelle, c'est qu'on passe notre temps à demander à Facebook ou à Apple de ne pas être justement les gardiens de la morale. Combien de fois on a entendu des gens dire « Ah, mais Facebook a retiré tel tableau, Apple a refusé telle application. » Mais dans ce cas-là, par contre... Mais là, ouais, c'est ça. Et alors évidemment, à vrai dire, c'est avec l'Arabie Saoudite tout court qu'on a un problème. C'est du pognon, là. C'est des histoires de pognon, de non, politique, mais c'est pas que des histoires de pognon, Corben. De politique. Bien sûr, oui, de politique, oui. Mais est-ce que toi, par exemple, tu serais pour que Google retire cette application de son Play Store en Arabie Saoudite ? Bah, c'est une bonne question. J'en sais rien. On peut télécharger l'APK à côté, donc. Je sais pas. Je trouve ça. En fait, je pense que Google devrait, je sais pas, s'imposer une espèce de charte universelle des droits de l'homme qui utilise les services de Google et s'y tenir, quoi, parce que ça éviterait ce genre de problème à la con avec la Chine, avec l'Arabie Saoudite, avec voilà. Parce que d'un côté, il sort sur le moindre variable. D'un côté, il te sort sur le moindre bout de nichon, peu importe où ça se trouve, et puis l'autre, il facilite quand même quelque part l'oppression des femmes, en tout cas là pour ce cas-là. Moi, j'ai l'impression que l'Arabie Saoudite n'a pas vraiment besoin de Google pour opprimer les femmes. Ok, s'ils en ont pas besoin, qu'ils le fassent, mais que Google s'en détache, tu vois. Moi, mais oui, mais à la limite, mais c'est un autre. Je serais d'accord sur le principe. Je serais d'accord sur le principe, mais va écrire cette charte, Corben. Je vais l'écrire, moi, il n'y a pas de problème. Ouais, d'accord, ok. Non, mais tu vois ce que je veux dire, c'est qu'en fait, le problème, c'est que c'est pour ça que je dis c'est une histoire de pognon, parce que quelque part, ils ont pas de devoir moral. Eux, ils se basent juste sur sur combien ça va leur apporter et sur les lois en vigueur dans les pays. Après, le reste, tu vois, c'est là où c'est moche. C'est pour ça que tu as des employés qui se rebellent un peu, parce que Microsoft va bosser avec l'armée, parce que machin. Alors, tu mélanges deux trucs, là. C'est effectivement il y a 50 employés qui ont signé une pétition sur quoi, 10 000 chez Microsoft, 50 employés qui ont dit... Quelque part, c'est pas clair, tu vois ce que je veux dire? C'est que même si les employés se posent des questions là-dessus, c'est qu'ils ont pas de charte morale, tu vois, moi, je suis pas d'accord. Disait demain, nous on prend la loi de la charia, machin, on est une entreprise qui aime bien ça. Ok, mais au moins ils auraient une charte, tu vois ce que je veux dire? Non, moi je suis pas du tout d'accord avec ce que tu dis, parce que bon, pour expliquer l'histoire de Microsoft, 50 employés ont signé une pétition demandant à Microsoft de ne pas travailler avec l'armée pour développer des systèmes militaires qui utilisent le HoloLens. Et ça fait écho à un truc qu'avait dit Jeff Bezos il y a quelque temps, suite à une demande de Google qui ne voulait pas travailler avec l'armée, effectivement. Et Bezos avait dit, nous on va travailler avec eux, parce que oui, on peut ne pas être d'accord avec ce que fait l'armée tout court, mais à partir du moment où on a besoin d'une armée, et si on est d'accord qu'on a besoin d'une armée, il vaut mieux qu'ils travaillent avec des gens qui sont des experts dans leur domaine, parce que si toute la Silicon Valley se détourne de l'armée, notre armée va être beaucoup moins efficace et va pas pouvoir protéger le pays ou faire ce que fait l'armée. Donc après, on peut dire, on veut pas d'armée, c'est un autre problème. Mais je pense que le débat serait beaucoup moins outré quand on dit s'il faut ou il faut pas d'armée, et il y
aurait beaucoup moins de gens du côté de... Oui, non, mais, ce que je voulais dire, c'est qu'en fait, il n'y a pas de position claire, tu vois. C'est ça ce que je veux dire. Mais c'est ça le problème, c'est qu'il est impossible d'avoir une position claire. Bien sûr, sur la Chine et sur l'Arabie Saoudite, ok, là, on peut effectivement avoir une position claire. Je pense que ça ne serait pas trop compliqué. Mais après, combien de pays, d'autres pays, où les positions sont beaucoup moins claires, comment tu vas pouvoir décider ? Est-ce que Google doit travailler en Russie, par exemple ? Il y a des trucs simples qui s'appellent les droits de l'homme. Enfin, il y a plein de trucs comme ça. Mais oui, je suis d'accord. Est-ce que Google doit travailler en Russie ? J'en sais rien. Eh ben, écrit la règle. Oh. Bah voilà, tu m'as dit que tu allais m'en occuper. Voilà, c'est ça. Non, mais... C'est facile de dire il faut respecter les droits de l'homme sur le papier, ok. Mais concrètement, quand t'es une société qui doit décider de travailler ou pas, que je sache, la Russie n'est pas sur les listes de. Tu vois, ils travaillent pas en Corée du Nord, par exemple, parce que la Corée du Nord est bannie. Ils travaillaient pas en Iran. Il y a mais là, l'idée c'est pas pour le moment, parce qu'il y avait des. L'idée c'est pas. Là, c'est pas un travail. Enfin, je sais pas cette application en Arabie Saoudite, si c'est une application qui est proposée par l'État ou si c'est un truc d'un développeur indépendant par l'État. Mais bon, à partir du moment, sinon, tu sors ton app sur comment bien torturer quelqu'un ou comment bien te suicider ou genre ça, pourquoi pas, tu vois. Non, mais tu mélanges tout, Corben. Tu mélanges tout et tu fais des flous. Là, tu fais un petit peu le Yaka Faucon. Y a qu'à faire une charte. Faucon décide de comment respecter les droits de l'homme. Je suis d'accord sur le principe là encore. Et tu comprendras bien que je t'aiguille un petit peu parce que j'aime me faire l'avocat du diable. Mais sur le principe, ok. Mais ce que tu es en train de dire, c'est que tu veux pas juste que Google décide de leur charte. Tu veux qu'ils décident quel pays respecte ou non la charte qu'ils ont établie. Et donc que Google devienne à la place des États, justement le gardien de la morale. C'est-à-dire que si un État... Juste laisse-moi finir sur ce point. Si un État décide que tel ou tel autre État est sur une liste d'interdiction de commerce parce que pour des questions d'entrave aux droits de l'homme, etc., eh bien, une société ne peut pas travailler avec eux. Et du coup, la société s'en remet aux décisions de l'État qui représente le peuple pour savoir avec quel pays ils peuvent travailler et donc quel pays respecte ou non la morale de l'État qui a pris cette décision. Là, ce que tu demandes, c'est, tu dis, il faut que Google décide de leur charte et donc décide de tel ou tel État. On estime qu'ils ne suivent pas notre morale et donc on ne va pas travailler avec eux. C'est exactement ce qu'on ne veut pas qu'ils fassent. Donc... d'un autre côté, tu vois, ils permettent ça, et de l'autre, je te dis, ils censurent le moindre bout de nichon. Tu vois, ils ont un double casquette ou je sais pas. Double en fait, oui, mais je sais ce que tu veux dire. Moi, ce que je veux dire, c'est que c'est pas clair. Ils ont une espèce de morale et c'est clair. Tu vois, sur le sexe, par exemple, il y a une espèce de pudibonderie. Tout le monde il y a des espèces de levées de bouclier à chaque fois qu'il y a un téton qui apparaît sur Instagram ou j'en sais rien. Et pour tout d'ailleurs, enfin toutes ces sociétés-là. Et par contre, quand il s'agit de certaines choses comme là, tu vois, typiquement le droit des femmes, c'est ça. On est face à des sociétés qui veulent pas faire de politique, mais c'est compliqué parce que déjà le fait de choisir de pas montrer de sein ou de sexe sur ton store ou peu importe, ou dans ton moteur de recherche ou que sais-je, c'est déjà faire un choix politique. Et c'est compliqué du coup. Donc, alors après on se dit c'est anecdotique, montrer un téton. Peut-être, mais alors comment un truc anecdotique comme montrer un téton peut être finalement plus grave que... Alors le truc qui est intéressant là-dedans, c'est que vraiment c'est un problème qui est très franco-français, où on a des mœurs beaucoup plus libres sur ces sujets. Mais sur certains sujets. Mais sur ces sujets-là. Et c'est-à-dire que là encore, ce qu'on demanderait à Google, à Apple et à toutes ces grandes sociétés, c'est qu'elles n'observent pas la morale de leur pays d'origine, c'est-à-dire les États-Unis, où ils sont beaucoup plus puritains, on est parfaitement d'accord, et où ils se conforment à notre morale à nous, où on a effectivement sur les affiches dans les rues et du coup on leur demande de se conformer à notre morale. Alors, c'est sur des sujets beaucoup plus légers, mais pas à celle de l'Arabie Saoudite, chez qui... Oui, mais alors, regarde, je te donne un autre exemple. Tim Cook a dit lui-même dans une interview il y a pas longtemps, là, où il est accusé par les comment s'appelle, les shareholders, mais les actionnaires. Les actionnaires, d'être... en gros, ils accusent Apple de bâillonner l'aile droite des actionnaires, parce qu'on sait que bientôt il va y avoir des élections aux États-Unis, et en gros de leur dire, voilà, sous couvert de progressisme,
bien, on n'écoute pas les gens qui seraient plutôt de droite, la droite républicaine, les conservateurs, et voilà. Et donc, Tim Cook a dit, nous, on fait pas de politique. On n'est ni pro-environnement, ni pro-immigration, ni pro-machin, on est pro rien du tout. On ne défend personne et on est complètement neutre. Sauf que, dans les faits, c'est pas l'image que Apple renvoie et ça se traduit pas comme ça. Quand Apple est à la Gay Pride, enfin, tu vois. Ouais. Alors, le problème, effectivement. Et en même temps, c'est pas les valeurs morales de tout le monde et de tous les Américains. Donc, je dirais deux choses. D'une part, le gros problème que tu évoques, effectivement, est un problème qui est récurrent dans les sociétés de la tech, où des employés ou des actionnaires reprochent à ces sociétés de museler leurs médias sous différentes formes qu'ils prennent. Le problème, c'est que quand les médias en question publient des informations qui sont vérifiablement fausses, eh ben on les censure. Et ça se passe beaucoup plus du côté de la droite que du côté de la gauche, en tout cas aux États-Unis. Et du coup, effectivement, on a cette impression que les sociétés de la tech musellent une partie de l'aile droite de la droite. Mais c'est juste parce qu'ils ont des comportements qui sont critiquables, ou en tout cas qui sont actionnables dans leur méthode de travail. Donc, c'est un problème qui est effectivement un petit peu complexe, mais qui est dont on pourrait parler un petit peu plus longtemps. Et l'autre truc que je dirais, c'est que c'est bien beau tout ça, mais on n'a toujours pas trouvé de solution qui fonctionne pour tout le monde. Parce que toutes les solutions qu'on donne, là, on se dit, OK, cette charte, ça ferait que on ne souscrit pas à la morale saoudienne, et donc on va rejeter cette application. Mais du coup, le même Google, Facebook et Apple diraient, bah du coup, on ne souscrit pas à la morale française, et donc on va pas laisser les bouts de nichons qui traînent ici et là. Et donc, chaque solution qu'on essaye de trouver, et c'est là que le problème devient hyper complexe, chaque solution qu'on essaye de trouver fonctionne dans un contexte et plus dans l'autre. Donc, le fait d'avoir une charte qui dit « on fait les choses comme ça », moi, je ne crois pas que ça pourrait marcher. Non, mais après, effectivement, ou alors c'est le plus petit dénominateur commun, et dans ce cas-là, on fait rien. Bah voilà, exactement. Non, mais bien sûr. Ou alors, c'est adapté à chaque pays. Après tout, quand on publie une application, on peut décider, en gros, faire une version par pays, mais c'est presque ça. Mais en gros, dire, bah voilà, ça c'est le Instagram France, et il est pas pareil que les autres, et il est disponible que sur le marché français. Ouais, non, mais là c'est plus, enfin, non, mais c'est trop, ça négationne les avantages du web et d'une société globale. Si tu veux voir des nichons sur Instagram, il faut l'Instagram. Il faut l'Instagram français, c'est vrai. Je suis pas d'accord avec vous. Je pense qu'il pourrait suivre, on va dire, simplement la Déclaration universelle des droits de l'homme, respecter juste ça, à minima. Mais ça n'a rien à voir avec les nichons, Corben. Non, je parlais pas des nichons, je parlais de l'Arabie Saoudite. Les droits des femmes. Oui, d'accord, pour l'Arabie Saoudite, ok, mais t'as dit les droits de l'homme, t'as pas les droits des femmes. Mais pour la question de la pudibonderie sur Facebook et Apple, etc., t'es d'accord que ça serait pas affecté du coup ? Voilà, ça serait pas affecté. D'accord. Donc, mais sur ce point, je pense que oui, je me fais l'avocat du diable, mais je suis quand même relativement d'accord avec toi. Et tu es le diable. Ceci dit, je pense que la meilleure solution, c'est quand même de suivre les recommandations des États et de ne pas laisser ces sociétés décider pour eux avec qui ils vont accepter de bosser, et de dire si un État est sur la liste noire du commerce, on n'a pas le droit de bosser avec eux, et voilà. Et c'est pas Google qui va décider avec qui on bosse loi, et qui respecte. Bah voilà, ouais. Non mais c'est ça qui est il y a la loi, mais après moi je pense qu'une entreprise... Donc tu voudrais que Google fasse sa propre loi ? On a tous une morale personnelle, je vois pas pourquoi les boîtes elles en auraient pas une aussi, tu vois. Donc tu voudrais que Google suive sa propre loi, enfin sa propre morale. Non, enfin, je suis désolé, mais la Déclaration universelle des droits de l'homme, c'est quand même un truc un peu standard, on va dire, dans une grande majorité de pays. Même si c'est pas toujours bien respecté, en tout cas, déjà, tu vois, se reposer un peu là-dessus. De manière granulaire, hein, je dis pas de pas travailler avec l'Arabie Saoudite parce qu'ils ont jamais signé la convention, machin. Je dis juste, est-ce que telle application pour le store respecte les droits de l'homme et de la femme, hein, je vais préciser, Cédric. Les droits de l'homme avec un grand H. Ouais. Ou est-ce que non, tu vois? Est-ce que voilà, c'est tout con, mais il y a bien des règles à la con. Est-ce qu'il y a un malware dedans? Est-ce que ça peut provoquer, je sais pas quoi, la mort de quelqu'un. Oui, je comprends. Bah pourquoi pas, tu vois, pourquoi ça serait pas étendu à ça?
Je pense qu'on a fait le tour de la question. Je te laisse donc le dernier mot. C'est le meilleur. On s'arrête là-dessus. C'est très bien. On suit l'avis de Corben. Et je voulais juste mentionner en conclusion que la FTC aux États-Unis a créé une task force, un comité de travail qui va étudier la compétition dans le secteur de la technologie et voir s'il ne faudrait pas séparer certaines sociétés qui sont devenues trop grosses. Alors c'est une toute petite mini-étape, mais c'est le début peut-être, potentiellement, de ce qu'on a vu et de ce dont on parle depuis un bon moment à propos donc de ces grandes sociétés de la tech qui, même aux États-Unis, commencent à être considérées comme peut-être un petit peu trop puissantes. Google a tellement anticipé avec Alphabet, finalement. Mais c'est pas déjà ça, avec la loi antitrust. Alors oui, mais justement, là, ils ont créé, la Federal Trading Commission a créé un comité de travail qui va étudier la question pour voir s'il ne faudrait pas séparer ces sociétés. Et avant d'arriver à cette conclusion, il faut que ce type de travaux soit effectué. Donc, c'est une première étape. D'accord. On verra. Et on verra. Bon, il est plus probable que ça ne mène à rien, mais c'est quand même une première étape qui pourrait mener à quelque chose. Et si elle n'existait pas, ça ne mènerait à rien du tout dans tous les cas. Voilà pour cet épisode. Dites-moi, on disait tisane au début, en fait. Il y a eu un petit shot sur la fin qui nous a... Dès que je suis arrivé, c'est pour ça. C'est ça, ouais, exactement. Merci à tous les deux d'avoir été dans l'émission. Est-ce que vous voulez nous dire où on peut vous retrouver? On va commencer par Cédric, qui est arrivé en retard. Donc, last in, first out. Voilà. Où on peut te retrouver sur Internet? StudioRenegade.fr et sur la chaîne Twitch du même nom. D'ailleurs, on est super content parce qu'on a enfin obtenu notre partenariat ultime. On a atteint le dernier niveau de Twitch. On ne peut pas aller au-dessus, à part devenir Twitch nous-mêmes. Donc, on a un super contrat négocié, 70 pour les revenus qui vraiment nous fait plaisir et c'est grâce à la communauté. Donc, voilà. Génial. Écoute, je suis très content pour vous, Studio Renegade. Moi, malheureusement, je suis en vadrouille pendant les 2 prochaines semaines, donc je crains de ne pas pouvoir streamer avec vous. Donc, c'est ce petit moment de bonheur que je n'aurai pas dans les 2 prochaines semaines, mais je reviendrai très certainement dans les semaines à venir. C'est toujours un bon moment de faire un petit peu de jeux vidéo avec la communauté du Studio Renegade. Corben, où on te retrouve sur le net? Toujours sur le blog, corben.info, et puis sur Twitter, Corben, voilà. Magnifique. Pour ma part, c'est NotePatrick sur Twitter, Facebook et Instagram. Et vous pouvez également retrouver cette émission sur frenchspin.com et bien sûr soutenir l'émission sur patreon.com/rdvtech pour le prix d'un petit café ou d'une petite bière chaque épisode. Vous décidez combien d'épisodes vous soutenez dans le mois, vous décidez quelle somme vous donnez et vous avez accès à, notamment, tout le monde a accès à ce flux RSS dans lequel je vais mettre donc le prochain truc vidéo, le prochain truc audio, ça sera l'explication de comment je fais le montage. Donc c'est un petit peu la suite de cet épisode, le post-générique de cet épisode auquel vous pourrez avoir accès si vous êtes patriote. Il sera en ligne, je pense, peut-être dans l'après-midi, peut-être un petit peu après, demain matin, un truc comme ça, ou dans la soirée. Et il sera accessible à tout le monde sur le podcast privé que vous pouvez ajouter à votre app de podcast. Donc ça, c'est super sympa. Ça vous donne accès à tous ces contenus de manière très pratique. On vous remercie de nous avoir écoutés et on vous donne rendez-vous dans une semaine pour un prochain épisode. Ciao à tous!